Bonjour, nouvelle émission littéraire. J'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir recevoir le professeur Rouvillois, qui est un professeur agrégé de droit public. C'est cela. Pour moi, qui fais mes études à la faculté de droit de Toulouse, qui est une des plus anciennes de France, je crois, après celle de Montpellier. Et donc un personnage extraordinairement éminent, parce que j'avais un respect pour les professeurs de droit quand j'étais jeune, qui, pour moi, c'était tout au sommet de la pyramide de l'intelligence. J'étais absolument ébloui. Oui, et donc, on vous reçoit parce que vous avez écrit plusieurs livres qui nous ont paru intéressants. Je le reçois avec Jean-Jacques Netter, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et dans le fond, vous avez écrit récemment deux livres, plus un petit roman policier que j'ai lu aussi, mais dont nous parlerons assez peu, bien qu'il m'ait bien fait rire. Vous avez écrit un dictionnaire du populisme. Enfin, j'ai co-dirigé ce dictionnaire du populisme, qui a été, on est trois dans cette co-direction. On a déjà fait paraître un dictionnaire du conservatisme avec donc Christophe Boutin, qui est professeur de droit public également à Caen, et Olivier Dard, qui est un célèbre professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Voilà. On a déjà fait apparaître un premier tome donc sur le conservatisme, ce dictionnaire des populismes qui venait en numéro 2, et il y a enfin un troisième volume qui va sortir et pour lequel je serais absolument enchanté de venir... Mais vous reviendrez certainement. Vous pouvez vous en parler, qui est un dictionnaire du progressisme, et qui paraît donc chez le même éditeur aux éditions du Cerf en novembre prochain, qui sera donc un gros volume sur cette sur l'autre rive, si je puis dire, parce qu'on en parlera peut-être, mais voilà, l'idée étant qu'au fond il y a dans la vie politique et dans la vie intellectuelle contemporaine, il y a ces trois éléments qui coexistent de manière plus ou moins complexe, qui sont le conservatisme d'un côté, le progressisme de l'autre, et entre les deux, et voilà, s'associant plus ou moins à l'un ou à l'autre, les populismes. Et le centrisme ? Le centrisme, si vous voulez, il peut être à certains égards dans le progressisme. Conservateur, rarement. Il peut être aussi à d'autres égards dans le conservatisme. D'abord, tout dépendrait de ce qu'on appelle le centrisme, naturellement. Là, pour le coup, ça existe depuis effectivement très très longtemps. Et voilà, je pense qu'on peut être centriste sur un plan et pas sur un autre, si vous voulez. Macron, à certains égards, est centriste. À d'autres égards, il l'est pas du tout. Les conservateurs, à certains égards, ont pu être considérés comme tels. Par exemple, sous la monarchie de Juillet, au XIXe siècle, au fond, les centristes correspondaient très clairement au mouvement conservateur. Les légitimistes correspondant à un courant réactionnaire et et les républicains ou autres à un courant progressiste. Et donc, et le deuxième, c'est une réflexion où vous comparez notre président actuel au philosophe du début du 19e qui s'appelait Saint-Simon, qui a été un peu l'inventeur de la technocratie, des mérites de la technocratie. C'est la première fois où on mettait en avant le fait d'être plus capable de diriger et fondé sur une idée du travail. Ils étaient plus capables de faire du travail à valeur ajoutée que les autres, quoi. C'était un petit peu la forte valeur ajoutée, quoi. Donc oui, c'était eux qui devaient mener. Voilà, c'était eux qui devaient mener, avec l'idée qu'au fond, le mérite et la capacité, c'est le seul critère qui puisse être admis, à la fois sur un plan politique, moral, économique et autres, et que donc voilà, les plus capables doivent gouverner et les autres doivent obéir. Alors, on va commencer par ce deuxième livre parce que je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant compte tenu du débat actuel où dans le fond la bataille entre ce que j'appelle les hommes des bateaux et les hommes des arbres, vous savez, où certains appellent les hommes de partout ou les hommes de nulle part, aujourd'hui vous avez une espèce de classe qui se définit comme la plus compétente, qui s'auto-définit comme la plus compétente, et qui de ce fait entend régenter le monde, vous voyez ce que je veux dire, donc aujourd'hui nous avons une espèce, c'est la première fois, autrefois on avait des gens qui disaient qu'ils avaient
devaient gouverner parce qu'ils représentaient le sens de l'histoire ou la divinité ou n'importe quoi. Là, on a des gens qui disent on doit gouverner parce qu'on est les meilleurs. C'est nouveau, c'est quelque chose. On l'avait eu avec le nazisme, mais c'était avec un meilleur de façon différente, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est une doctrine essentiellement totalitaire, à mon avis. Alors, moi, d'une part, moi, de manière générale, je dirais, j'ai l'impression que le nouveau n'existe pas en politique. Qu'au fond, si vous voulez, ça a toujours été essayé ailleurs. Tout a déjà été essayé, tout a déjà été pensé, tout a déjà été, et souvent de manière géniale et presque définitive. Si vous voulez, si on regarde, au fond, le 5e siècle avant Jésus-Christ, entre Platon, Aristote, les présocratiques, au fond, tout est dit, tout a été expérimenté, tout a été compris. Sur un plan institutionnel, il y a de la démocratie, il y a des monarchies, il y a des aristocraties, il y a des combinaisons de tout ça, avec des régimes mixtes, etc., des tyrannies, des despotismes. Voilà, au fond, tout a été fait et on refait les choses, on recombine, en ayant parfois l'impression ou en faisant semblant de croire que c'est nouveau, que c'est original, que ça doit être, alors qu'en réalité, bon, voilà. La technocratie, c'est très nouveau quand même. La pratique macronienne et avant, si vous voulez, la thématique saint-simonienne, voilà, on pourrait considérer qu'elle s'enracine. Enfin, au fond, le philosophe roi chez Platon ressemble pas mal au philosophe roi de Saint-Simon au XIXe siècle et au philosophe roi ou président de la République que prétend être au fond notre chef de l'État. Mais c'est la première fois que ça s'ancre dans l'économie. Alors, oui, c'est dans la création de valeur, ce qui est une chose complètement nouvelle. Alors, tandis que c'était pas une idée qui traversait la tête des Grecs, ça, la création de valeur. Non, c'est clair. C'est vraiment la troisième roue du Garros. Et même au contraire, dans la vision platonicienne, au fond, la grandeur et la noblesse du philosophe roi, c'est la pauvreté, au fond même. C'est de vivre pauvrement. C'est de vivre pauvrement, frugalement, etc. Alors qu'au contraire, déjà chez Saint-Simon, le philosophe roi, enfin celui qui va, ou plutôt le grand prêtre de la religion saint-simonienne, puisque dans Saint-Simon, cette dimension religieuse, ce nouveau christianisme qu'il imagine à la fin de sa vie, et les Saint-Simoniens, les premiers Saint-Simoniens vont reprendre cette thématique-là en se présentant comme des sortes de grands prêtres d'une religion de l'avenir. Ce grand prêtre-là, effectivement, il vit sur un grand pied très confortablement, et c'est le plus doué, c'est le plus aimant, et c'est le plus riche par conséquent. Et il y a chez Macron cette dimension-là, si vous voulez, cette idée que, voilà. C'est une idée presque anglo-saxonne où si on a réussi, si on gagne de l'argent, c'est qu'on a été béni, quoi. Exactement, c'est ça. Il y a des rapports, effectivement, à cette vieille tradition anglo-saxonne ou calviniste ou weberienne, effectivement, qui est absolument... et jamais très loin. Et ça a été particulièrement mis en valeur dans sa célèbre fable, si vous voulez. Imaginez que... Bien sûr, tout à fait, la célèbre fable de Saint-Simon. Qui est... Voilà, la fable ou la parabole qu'on l'appelle parfois de Saint-Simon, qui... je peux peut-être rappeler Bien sûr, rappelez-le, parce que c'est un texte très bien écrit ensuite. C'est un texte très bien écrit et qui va faire, qui va émouvoir beaucoup les gens, parce que c'est assez fabuleux. Donc Saint-Simon imagine que en une nuit, première hypothèse, en une nuit, frère du roi. Monsieur le frère du roi, tous les importants autour du monarque, la cour, mais aussi toutes les hiérarchies ecclésiastiques, les officiers, les juges, les magistrats, etc., que tous ces gens disparaissent. Et pour faire bonne mesure, il ajoute les 30 000 principaux propriétaires fonciers de France. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain ? La France est privée de tous ces gens-là, et non seulement il n'y a pas de problème, mais elle s'en trouve beaucoup mieux, elle est délestée finalement de ses points morts, et elle va pouvoir, au fond, récompenser le mérite comme il le doit.
Première hypothèse. Deuxième hypothèse, donc il y a 30 ou 50 000 personnes qui sont mortes d'un coup et tout le monde est content. Tout va bien, tout va Ça n'a bien. aucune influence. Ça n'a qu'une bonne influence. Ça ne peut avoir qu'une influence Les excellente finalement Français sont tristes parce qu'ils ont une bonne âme ou quelque chose comme ça, mais finalement, ça ne et change rien à leur vie. et c'est ça. Et puis ils sont tristes pendant une demi-heure et puis ensuite ils pensent à autre chose. Deuxième hypothèse, une autre nuit, la France perd ses 3000 principaux ingénieurs, artisans, créateurs, chimistes, mathématiciens, etc., et industriels, commerçants. Et la France est ruinée pendant 2 générations. Voilà. Dans un cas, finalement, la perte sèche est une bénédiction pour tout le monde, à part éventuellement pour ceux qui sont morts. Dans l'autre cas, c'est une catastrophe nationale dont on peut se remettre au mieux qu'au bout de plusieurs générations. Et donc, évidemment, la comparaison entre les deux, elle est simple. Hein. Voilà, qu'est-ce qui importe finalement dans le monde nouveau que décrit Saint-Simon ? Eh bien, ceux qui sont les créateurs, les industriels, les commerçants, les hommes de réseau finalement, hein, puisque l'une des particularités de Saint-Simon, c'est qu'il est le premier à penser réseau, si j'ose dire, hein, comme Macron pensera printemps par la suite. Et à l'inverse, ceux qui représentent au fond cette France immobile, cette France des arbres par opposition à celle des bateaux que vous évoquez tout à l'heure, plus vite on en sera débarrassé, et mieux ce sera. Et on a beaucoup dit que l'école polytechnique, qui était assez jeune à l'époque, a été très influencée par Saint-Simon. Extrêmement influencée par Saint-Simon. D'abord parce que Saint-Simon lui-même, il a fait des études bizarres, enfin comme on faisait dans les très grandes familles de l'aristocratie française à la fin du XVIIIe siècle. Il est officier, il va se battre d'ailleurs aux côtés de Lafayette aux États-Unis, mais il n'a pas spécialement de formation de ce plan-là. Pendant la Révolution française, il rallie la Révolution et il fait des affaires très juteuses avant finalement de se ruiner dans les spéculations malencontreuses, mais enfin ça arrive à tout le monde. Et au début du 19e siècle, il se passionne subitement pour l'économie, pour les mathématiques, pour les sciences, etc., et l'industrie. Et il se rapproche donc de l'école polytechnique, dans le 5e arrondissement à l'époque. Il prend des cours d'ailleurs, il paye assez grassement des professeurs à Polytechnique pour apprendre des choses essentielles qui l'intéressent. Et il se rapproche donc des polytechniciens. Et à partir de là, se noue effectivement une liaison qui va devenir de plus en plus dense, en particulier vers la fin de la vie de Saint-Simon. Saint-Simon meurt en 1825. Il est pratiquement plus entouré que de polytechniciens, dont quelques politiciens très haut de gamme, comme Auguste Comte, par exemple, hein, qui va être le dernier secrétaire de Saint-Simon. C'est quand même pas rien d'avoir comme secrétaire un des plus importants philosophes du 19e siècle. Et au fond, il y a toute une espèce de camarilla autour de Saint-Simon qui va se constituer et qui est essentiellement, effectivement, issu de l'école polytechnique. Et ce sont ces Saint-Simoniens qui, au fond, vont donner à Saint-Simon et au saint-simonisme le retentissement qu'il va avoir, parce qu'au fond, si Saint-Simon était demeuré un philosophe isolé dans comme d'autres, on parlerait plus de lui depuis 2 siècles, mais c'est cet entourage de polytechniciens qui ensuite vont devenir les grands industriels, les grands urbanistes, les grands banquiers, les grands commerçants de leur époque, qui va faire que son message continuera. Son message continuera et surtout son message va s'incarner en fait, hein, parce que les Saint-Simoniens, notamment un Saint-Simonien qui est absolument passionnant, qui s'appelle Michel Chevalier, qui est un peu l'un des disciples chéris de Saint-Simon. Michel Chevalier qui va être le grand penseur de l'économie, notamment à l'époque du Second Empire. Michel Chevalier est l'un des tout premiers à utiliser le mot de révolution industrielle dans le quotidien que les Saint-Simoniens ont réussi à acquérir, qui s'appelle le Globe, à l'hiver 1831. Donc vous voyez, c'est très tôt. Et Michel Chevalier, qui a
est pratiquement l'un des inventeurs du mot, va être aussi l'un des promoteurs de cette notion, notamment avec ce qu'on doit aux Saint-Simoniens, il faut bien le reconnaître quand même, le développement des canaux, le développement le percement du canal de Suez, on en parle beaucoup aujourd'hui, le développement des chemins de fer, le développement des banques de crédit. Tout ça, effectivement, ce sont des Saint-Simoniens. Ça s'était passé en Angleterre sans qu'il y ait de Saint-Simoniens. Absolument, et sans qu'il y ait Polytechnique. Et sans qu'il y ait Polytechnique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont copié ce qui avait été inventé ailleurs et ils l'ont théorisé. Mais ils n'ont pas vraiment créé. Parce que tout ça, les canaux, les chemins de fer, tout ça, ça venait en Angleterre. Ça a commencé en Angleterre avec des gars qui arrivaient de Birmingham ou de Manchester. Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Mais voilà, je pense que en la matière, l'intelligence, c'est aussi de voir ce qui se passe ailleurs et de réussir à voir comment on peut l'appliquer, etc. C'est pas du tout un éloge du saint-simonisme que je fais, mais c'est de constater qu'effectivement, les saint-simoniens, pour le meilleur et pour le pire, sont quand même aussi aux origines de la modernité économique et industrielle de la France. Oui, et c'est un courant qui a continué à traverser la France, parce que dans le fond, ce qu'on a souvent appelé les moines soldats, les grands hauts fonctionnaires qui ont fait la politique énergétique de la France, des choses comme ça, ils se rattachaient à ce courant, qu'on le veuille ou non. Si j'ose dire, le corps des mines, c'est les enfants de Saint-Simon, quoi. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, pas seulement le corps des mines, aussi je veux dire, aujourd'hui encore, si vous voulez, les polytechniciens, beaucoup d'entre eux, continuent de se réclamer effectivement de la tradition saint-simonienne, et ensuite, une fois en place, si j'ose dire, eh bien, à la mettre en œuvre, à l'appliquer, Et avec une notion de l'intérêt général, du bien commun, certes, ils vivent bien, mais ils sont pas des capitaines d'industrie qui s'enrichissent personnellement comme les robber barons aux États-Unis à la même époque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, quelque part, il y a dans Saint-Simon, ou dans la dimension française, c'est un peu cet outil, cette façon de se servir de l'État pour développer la France. C'est quelque chose... Ils ont une notion de l'État qui est parfois qu'on ne trouve pas ni en Angleterre ni aux États-Unis dans la période de la Révolution industrielle. Là, pour le coup, je pense que c'est justement bien français. Ça, c'est très français, ça. C'est bien français et c'est pas saint-simonien. Ça c'est vrai que c'est la France, c'est quelque chose de la France. Voilà, ça entre plutôt en contradiction, me semble-t-il, avec cette dimension-là. C'est plutôt, si vous voulez, l'héritage colbertiste, en quelque sorte. La vieille colbertiste ou la tradition capétienne d'un État et d'un service de l'État, au fond, où les légistes des siècles précédents, si vous voulez, qui va se combiner avec ça, et qui d'ailleurs n'est pas sans rapport avec le fait que le polytechnicien, quand il sort de l'école, il est fonctionnaire, hein, il est pas... Il est non seulement fonctionnaire, il est militaire. Et militaire. Donc voilà, l'agent de l'État au sens le plus fort du terme. Donc, parce que le saint-simonisme, a priori, c'est quand même l'idée, enrichissez-vous. Hein, enrichissez-vous, et de ce fait, enrichissez la France autour de vous. C'est pas Guizot. Enfin, Guizot, c'était le travail et l'épargne, mais... Là, je corrigerai un tout petit... Enfin, enrichissez-vous et enrichissez le monde. Hein, pas la France. Parce que justement, dans le saint-simonisme, il y a cette dimension-là, hein, comme le dépassement du politique et aussi le dépassement des frontières. Hein, il y a cet universalisme, d'abord cet européisme que Saint-Simon assume totalement, hein, puisqu'il est l'un des premiers, par exemple, en 1814, à imaginer une réorganisation complète de l'Europe sur un mode quasiment fédéral, avec une sorte de parlement européen qui prendrait les grandes décisions. Hein, en 1814, c'est quasiment l'inventeur, au fond, de l'Europe... du traité de Rome, et je dirais au-delà de l'Europe de Maastricht. Hein. Et le fait que Jean Monnet, par exemple, se soit toujours réclamé de la tradition saint-simonienne, là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Hein. Avec des relais, par exemple, un type qu'on a un peu oublié aujourd'hui, il s'appelle Charles Lemonnier, qui est un des grands disciples de Saint-Simon, va fonder à la fin des années 1860 un quotidien et un mouvement qui s'appelle les États-Unis d'Europe. Donc on est complètement, si vous voulez, il y a vraiment, si vous voulez, des éléments, des réelles continuités qui ne relèvent pas de la coïncidence ou du hasard, hein, qui sont, il y a des choses, hein, il y a vraiment une continuité dans de cette pensée, de cette tradition, mais qui, comme je vous dis, par rapport au service de l'État, se combine aussi à d'autres éléments qui sont des éléments plus anciens. Et alors expliquez-nous le rapport avec notre président actuel.
Le rapport, c'est que il partage beaucoup de ses idées. Il partage beaucoup de ses idées. Donc voilà, on peut déjà constater qu'il y a plein de coïncidences. Voilà. Vous savez, c'est Ian Fleming qui raconte ça dans un volume de James Bond. Quand il y a trop de coïncidences, c'est pas une coïncidence. C'est voilà, c'est pas dû au hasard. Mais avec le contexte que vous avez rappelé, comment on peut expliquer les difficultés de rapport entre la droite avec le libéralisme, entre tous ces gens qui sont héritiers des idées que vous avez rappelées et qui encore aujourd'hui ont du mal à assumer, y compris Monsieur Macron qui est libéral, mais pas tous les jours. Il y a le fait que on pourrait parler vraiment des heures, même des jours là-dessus, je pense. Mais si on remonte un petit peu dans l'histoire des idées, si vous voulez, il y a le fait que le saint-simonisme, c'est un truc compliqué, si vous voulez. C'est pas une sorte de doctrine relativement simple ou relativement constituée, comme le marxisme par exemple, avec une Bible, un livre. On n'est pas dans le binaire. On n'est pas du tout dans le binaire. Et même, vous savez, les saint-simoniens, après la mort de Saint-Simon, vous parlez de doctrine saint-simonienne. Le problème, c'est que c'est pas vraiment une doctrine, le saint-simonisme. C'est des trucs qui se combinent, qui forment effectivement quelque chose qui peut être considéré comme relativement cohérent, mais qui est quand même assez flou. C'est beaucoup plus une sorte de nébuleuse, en quelque sorte. Un sous-ensemble flou, oui. Dans lequel on trouve des choses qui sont liées les unes aux autres, mais voilà, il n'y a pas cette espèce de densité, de consistance, de rigidité qui peut y avoir, par exemple, dans le marxisme. Et le résultat, il y a un aspect, positif pour le saint-simonisme, c'est le fait que, étant une chose relativement floue et relativement nébuleuse, elle peut être au fond appliquée assez facilement. C'est pas comme le marxisme, une espèce de modèle rigide qu'on va plaquer sur le réel. C'est quelque chose qu'on va pouvoir adapter finalement. Il y a une espèce de plasticité. C'est un peu comme le catholicisme, le judaïsme, quoi, si j'ose dire. Le catholicisme, c'est beaucoup plus flou, si vous voulez. Il y a que 10 commandements et encore 11. Et puis le judaïsme, c'est très 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 structuré, quoi. Oui, c'est ça. C'est le résultat, c'est que l'un ne peut concerner qu'un seul peuple élu, alors que l'autre, par définition et par son nom même, il est universel et universalisable. Et du reste, on parlait tout à l'heure des jésuites. Voilà, les jésuites ont montré comment la sauce catholique pouvait s'accommoder à peu près à toutes les nourritures, à tous les parfums et à tous les horizons. Le saint-simonisme, il y a un peu de ça effectivement. C'est-à-dire que il peut y avoir des différents types de saint-simonisme. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un inconvénient et un avantage. L'avantage, c'est que le saint-simonisme peut finalement s'appliquer un petit peu à n'importe quoi et se diffuser dans diverses dimensions. L'inconvénient, c'est que le saint-simonisme en tant qu'école, par exemple, ou en tant qu'église, ne va pas durer longtemps. Il va très rapidement exploser en 1000 morceaux. Mais Comte a essayé d'en faire une église. Comte a essayé de reprendre certains éléments du saint-simonisme pour en faire une église, mais là encore, ça a été un bide incroyable. Mais ni plus ni moins que la première église saint-simonienne, qui est dirigée par un type qui s'appelle Enfantin, Prosper Enfantin. Alors, les deux patrons du saint-simonisme au début, autour de 1830, s'appellent Bazard et Enfantin. Vous voyez, c'est pas terrible comme nom pour le marketing. Bazard, Enfantin. Finalement, Bazard se tire. Enfantin reste seul en lice comme père officiel de l'église saint-simonienne, mais là encore ça marche pas. Il y a un procès d'assises pour attentat à la pudeur en 1832 qui fait que plusieurs cadors du saint-simonisme vont aller passer un an en prison, et à partir de là ça éclate dans tous les sens, et ça n'est plus qu'effectivement des individualités souvent assez brillantes et voire géniales qui vont diffuser ce saint-simonisme un peu partout et qui vont en faire donc l'espèce de nébuleuse très active et au fond très très importante pour comprendre ce qui se passe, qu'on connaît. Et donc c'est un peu la réponse à votre question, si vous voulez.
Macron, c'est effectivement un Saint-Simonien, c'est à peu près indéniable, même s'il n'éprouve pas le besoin de le dire. Mais voilà, c'est un Saint-Simonien qui n'est pas forcément en accord avec d'autres Saint-Simoniens qui seront peut-être plus intéressés par tel ou tel autre aspect, si vous voulez. Mais beaucoup des Saint-Simoniens ont été quelque part des ingénieurs plutôt. Et là, la différence avec Macron, c'est que lui, c'est un financier. C'est plus qu'un financier. S'il a commencé dans le droit, dans la science politique, il vient plutôt du côté littéraire de la bête que du côté ingénieur de la bête. Et pour moi, un Saint-Simonien, c'était plutôt un polytechnicien qu'un inspecteur des finances. Je peux me tromper, justement, il y a chez Macron, dans la personnalité de Macron, qui est quand même assez fascinante, à beaucoup d'égards. Il y a ce côté, effectivement, un peu littéraire, un peu philosophe, et un peu théâtreux, cette espèce de passion pour le théâtre. Enfin, je sais pas, le grand débat citoyen, par exemple, c'était incroyable quand même, où il allait se présenter, effectivement, devant les gens, et il leur faisait la grande tirade du 5, C'était quand même un petit peu ça. Il essayait de... les bras de chemise remontés pour montrer qu'il était jeune. Un homme de théâtre. Or, chez les Saint-Simoniens, il y a aussi ça, notamment parmi les premiers Saint-Simoniens, il y a plusieurs... il y a notamment un personnage qu'on a un petit peu oublié, qui s'appelle Charles Duveyrier, qui est qui est considéré à l'époque de Saint-Simon comme le poète du saint-simonisme, qui est un auteur de théâtre, et qui est par ailleurs pratiquement l'un des inventeurs de la publicité en France. Il crée la première agence importante de publicité ou de réclame, effectivement, dans la France des années 1850. Donc, vous voyez le côté marketing, réclame, pub, théâtre, poésie. Voilà, Macron a d'autres points d'accroche possibles, si vous voulez, avec cette tradition saint-simonienne, qui est une tradition, voilà, c'est... Et alors, ramenez-nous maintenant aux deuxième partie de cette interview. Saint-Simon, on a bien compris, le président, et le rapport avec le populisme, parce que le saint-simonisme va faire naître le populisme automatiquement, parce qu'il y a des gens en bas qui vont s'agacer de ces gens en haut, c'est pas possible. Qui vont faire plus que s'agacer. Pour revenir à Macron, si vous voulez, il y a une... Vous vous rappelez sa formule extraordinaire sur les premiers de cordée, par exemple. Ça, c'est assez génial. Et c'est, effectivement, quand on y songe, c'est... extrêmement saint-simonien. C'est-à-dire que beaucoup plus, par exemple, que d'autres métaphores qu'on a pu évoquer sur le ruissellement, par exemple. La thématique du ruissellement, c'est pas du tout saint-simonien. Parce que pour le saint-simonien, il faut que les gens travaillent. L'oisif, c'est quasiment un criminel contre l'humanité. Et Baudelaire, alors? Baudelaire, oui, c'est l'horreur absolue. D'ailleurs, Baudelaire, la haine que peuvent avoir certains grands poètes et grands écrivains du XIXe siècle pour le saint-simonisme, elle est vraiment très, très... Vous savez, il y a un autre personnage dans le genre, moi j'adore Balzac, et Balzac a consacré... l'une de ses nouvelles au type même du saint-simonien, c'est l'illustre Gaudissart. Gaudissart, c'est une espèce de gros malin qui vient de VRP, qui vient vendre en fait des abonnements au Globe, donc le journal saint-simonien, en Touraine, et qui là se trouve confronté à des vrais Français qu'il mène en bateau et qui finissent par montrer que il a rien compris à rien et qu'il arrivera pas à leur vendre des abonnements à cette feuille de chou. Même chose pour Baudelaire, effectivement. Et donc, oui, je vous disais, le ruissellement, c'est pas du tout effectivement saint-simonien, parce que le ruissellement, ça veut dire que il y a des gens qui bossent, et il y a des gens en dessous qui font rien, et qui reçoivent des choses. En revanche, la cordée, c'est très saint-simonien. C'est-à-dire que tout le monde bouge dans la cordée. Il y a ceux qui sont devant, les plus méritants dans la vision saint-simonienne, les plus capables, etc. Et il y a ceux qui sont derrière, qui sont bien obligés de marcher, parce que sinon, sinon on coupe la corde, ou sinon il tombe. Mais ce qui est de très saint-simonien également et de très révélateur, c'est que les premiers, c'est quand même les premiers. Et les derniers, c'est quand même les derniers. D'une part, il y a cette dimension ultra hiérarchisée dans le saint-simonisme qui est quand même très intéressante. En fait, le saint-simonisme, c'est un socialisme hiérarchique et inégalitaire. Il y a aussi le fait que les premiers cordés, c'est eux finalement qui vont décider de où on va. Et alors ça, quelle direction on prend. C'est très intéressant ça, parce que imaginez une seconde que le premier de cordée, ce qui semble être le cas en France aujourd'hui,
aille dans la mauvaise direction Exactement. et nous fasse tomber dans le trou, comment on résout le problème avec le saint-simonisme? Eh bien, on résout pas le problème. C'est là la faille fatale. C'est moi qu'on puisse dire. C'est la faille potentielle, effectivement, du premier cordé qui tombe dans la crevasse et qui emmène tous les autres avec lui, en fait. C'est pour ça que la métaphore de Macron est à la fois assez géniale, très révélatrice du saint-simonisme et catastrophique quand on pense aux conséquences possibles de la chose. Parce qu'effectivement, voilà, le premier et ceux qui le suivent immédiatement, ils amènent tous les autres potentiellement à la catastrophe. La catastrophe, sans que ceux qui sont en bas poussent des cris, ils peuvent pousser des cris, tout le monde s'en fout. Voilà, sauf si effectivement ils réussissent à couper la corde avant et finalement c'est ça, ils tombent tout seuls. Mais et ceux qui sont en fond, c'est souvent ceux qui défendent le populisme, si je peux me permettre. Exactement. L'autre bout de la corde, c'est le populisme. Donc vous avez défendu le top. À l'autre bout de la corde, c'est les gilets jaunes, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc les gilets jaunes gueulent et disent ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Où est-ce qu'il nous emmène, ce gars? Effectivement, lui, effectivement, et ses copains, c'est bien pour eux, mais nous, effectivement, qui sommes tout au bas de la corde, qui crevons de froid en attendant que les choses se fassent, mais il a trouvé une solution institutionnelle à ce problème avec le Conseil de défense, c'est-à-dire qui est composé uniquement de gens qui ne sont pas élus et qui ne rendent compte pas du tout devant les assemblées. Oui, bon, ceci, le Conseil des ministres lui-même... il est tout de même responsable, théoriquement. Oui, enfin, vous savez que sur la V République, cette responsabilité, elle est quand même, pour le moins, incertaine et, à géométrie variable. Mais effectivement, vous avez raison, le Conseil de défense et surtout l'espèce le Conseil sanitaire... le Conseil dont on s'entoure, c'est pour se protéger soi. C'est pour se protéger soi. Ce qui n'est pas du tout une idée saint-simonienne, parce que le saint-simonien, celui il revendique d'être en premier de cordée. Il demande pas la vie, il demande pas être protégé par des conseils quand il prend une décision. En fait, il est là, il accepte d'être frappé par la foudre s'il faut. Ça fait partie c'est un peu un surhomme, le premier. Oui, c'est un peu un surhomme. Enfin, il essaie de se frapper par la foudre en même temps, c'est la référence à Jupiter, j'ai bien compris, mais il accepte de se frapper par la foudre, mais a priori, il ne le sera pas, parce qu'effectivement, il est tellement un surhomme que, au fond, il s'appuie sur la science. Et c'est la science. Il y a le croyant scientiste qui intervient et qui fait que, au fond, il est sûr que jamais il sera frappé par la foudre, parce qu'il domine la foudre et que ça se passera pas. Mais ce qui est très saint-simonien, en revanche, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'appel aux experts, c'est une confiance quasiment aveugle qu'on a dans la science et dans l'expertise des entre guillemets sachants. Et de ce point de vue-là, Macron, à certains moments depuis la crise sanitaire, en tout cas, très limitée de l'humanité, parce que de s'imaginer qu'un pays... Moi, j'ai été chef d'entreprise une grosse partie de ma vie, et il y a quand même quelque chose qui est très amusant, c'est quand vous avez une entreprise avec des gens qui travaillent autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a des gars dont vous savez pas très bien ce qu'ils font, qui sont là. Mais si vous le virez, le moral s'effondre. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont la qualité dans la vie, c'est de rendre les gens autour d'eux heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'ils n'ajoutent pas de valeur, mais ils permettent aux autres d'en ajouter plein. Donc, cette espèce de dire, vous n'avez de la valeur que si vous êtes marchand, enfin, si vous vendez quelque chose qui a une valeur marchande, c'est très réducteur. Vous savez, on parlait tout à l'heure effectivement de l'importance au fond de la tradition de l'école polytechnique dans le saint-simonisme et finalement dans le devenir politique de la France depuis cette époque-là. Ça renvoie aussi à une chose qu'on connaît bien, c'est la distinction pascalienne entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Et ce que vous décrivez, c'est ça. Le saint-simonisme, c'est l'esprit, c'est absolument l'esprit de géométrie. Et au fond, le côté inspecteur des finances de Macron, c'est encore cet esprit de géométrie qui l'emporte et qui lui fait croire que l'esprit de finesse, à la rigueur, c'est pour faire joli finalement, c'est pour amuser la galerie, c'est pour faire plaisir à Brigitte, mais que les choses sérieuses, elles sont ailleurs, elles sont dans ce qui est comptabilisable. Et par conséquent, tant que ça ne l'est pas, tant que c'est pas vrai. Poinçonné par la science et par les mathématiques, c'est pas vrai. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu aux États-Unis. Si quelque chose n'est pas mesurable,
si on peut pas le peser, si on peut pas mettre des numéros au-dessus, etc., ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est très curieux, qui est, pour quiconque a vécu un peu, vous savez bien que c'est pas vrai, quoi. Mais évidemment, c'est même un vitrail de Chartres ou n'importe quoi. Voilà, c'est... Et la bizarrerie de Macron, c'est qu'effectivement, il est un peu entre les deux dans ces choses-là. Hein. Il a cette dimension-là qui est très clairement présente chez lui, qui explique d'ailleurs son rapport, pour le moins bizarre, à la religion et au spirituel. Et à côté de ça, il y a effectivement son amour affirmé, en tout cas, de la poésie, de certains aspects de la culture, de la beauté, etc. Même si en même temps, il va dire qu'il n'y a pas de culture française. Il n'y a pas de culture française, qui est complètement incompréhensible. Il n'y a que des cultures en France. Bon, voilà, c'est... Alors, revenons au peuple et au populisme. Le peuple et le populisme, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. C'est-à-dire que, si vous voulez, en fait, dans ce gros dictionnaire, donc, qui fait plus de 1200 pages et qui nous a beaucoup occupé, avec mes 2 co-directeurs, mais également avec les presque 200 intervenants qui nous ont donné des textes, souvent, on dirait extrêmement intéressants, extrêmement remarquables, et novateurs. Voilà. L'une des questions, c'était, au fond, ça veut dire quoi, populisme? Et la réponse n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il y a plein de définitions du populisme. Il y a quelques années, la revue Éléments, je crois que c'était en 2019, donnait 35 définitions différentes. D'autres, notamment aux États-Unis, proposaient une vingtaine de définitions qui sont encore différentes de celles d'Éléments. Ce qui fait que si on combine tout, il y a des... Voilà. Bref, quand il y a tellement de définitions, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que, entre autres choses, évidemment, le terme de populisme est utilisé comme une arme de poing, voire comme une arme de destruction massive contre les ennemis politiques. Comment faire pour éliminer finalement ou pour diminuer la crédibilité d'un adversaire politique? En disant qu'il est populiste. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, c'est très près de populaire. C'est très près de populaire, mais c'est aussi très près de populace, de populacier, voilà. Et d'autre part, populaire, même dans une démocratie, là encore, c'est un terme ambivalent et compliqué. Hein. C'est au fond, on n'est pas loin du mépris finalement. Hein. C'est-à-dire que vous dites le peuple, c'est pas loin de la foule, et la foule, c'est très bête, et ça, c'est sujet à des emportements. Donc, il y a quelque part, on essaye de vous faire croire que c'est pas des gens raisonnables, quoi. Puis même le mot peuple, si vous voulez, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on disait il fait très peuple. Hein, c'est très, voilà, c'est très, au fond, c'est un peu bête, un peu vulgaire, un peu plébéien, un peu idiot, un peu. En tout cas, ça fait pas partie des gens cultivés. Ça fait lower class, c'est ça. Ça fait pas partie des gens qui ont été à l'école, si j'ose dire. Voilà, ça fait pas partie des gens qu'on fréquente, et par conséquent, voilà, même si effectivement on accepte du bout des doigts la démocratie en disant comme Churchill que c'est le pire des gouvernements, à l'exception de tous les autres, pour se donner une bonne conscience. Voilà, l'idée que le peuple puisse être le titulaire véritable de la souveraineté, c'est quelque chose qui passe pas. Hein, surtout en France. Ouais, enfin, surtout en France et ailleurs, on va dire. Non, ça passe assez bien en Suisse. Oui, ça passe mieux en Suisse, c'est vrai. Mais la Suisse, ça passe un peu mieux en Suisse, et ça passe un peu mieux également. Moi, j'ai pas mal bossé. C'est une chose qui m'a beaucoup intéressé sur les micro-États. Et paradoxalement, les micro-États, même quand c'est des monarchies, par exemple, comme Monaco ou Liechtenstein, sont souvent beaucoup plus démocratiques que des États, que des macro-États, où au fond, on a beau être en République, on a beau crier le mot démocratie sur tous les tons, on n'est pas du tout en démocratie. Mais je vais vous dire quelque chose vite fait, mais dans les marchés financiers, on essaye de savoir des trucs qui marchent pour gagner de l'argent sans travailler sur le long terme. Vous savez, il y en a un qui marche à peu près partout, c'est que s'il y a moins de 9 millions dans le pays, la bourse locale cartonne sur le long terme presque toujours, à condition que ce soit dans un pays normal, si j'ose dire. Et donc, il semble bien que la taille optimum d'une démocratie soit 9 millions, parce que dans le fond, tout le monde connaît tout le monde, quelque part.
Oui, c'est ça, oui. Si vous voulez, c'est la Suisse, c'est la Suède, c'est des pays comme ça. Et c'est. Moi sur les micro-États. Dès que ça dépasse 9 millions, voilà. Ça devient gérable. Et les micro-États, c'est encore presque plus intéressant, parce qu'il y a plus. Moi, j'ai été membre du tribunal suprême de Monaco pendant 8 ans, et donc j'ai vu ça d'à peu près, et c'est assez fascinant. Hein. C'est une démocratie à état vivant, en quelque sorte. C'est ça. Et on n'a pas besoin, oui, quelque part, c'est qui t'a fait comte, qui t'a fait roi, quoi. C'est le vieux truc, ils connaissent. C'est ça, voilà. Ils savent. Chacun connaît tout le monde, et effectivement, les choses marchent, il n'y a pas besoin de... Faut pas oublier qu'à Athènes, il n'y avait pas grand monde. Hein. Ah ben, c'est clair. Mais voilà, Donc le populisme, c'est quelque chose qui vient du bas, qui est, dans le fond, qui s'appuie sur ce que les Grecs appelaient autrefois les démagogues, quoi. Ça va de pair. Disons que c'est comme ça qu'il est considéré. Hein. Et donc, si vous voulez, voilà, notre réflexion au début et dans l'introduction de ce dictionnaire en particulier, ça a été de nous demander au fond qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pluralité invincible de définitions? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot qui est utilisé essentiellement en France comme une insulte? Et au fond, voilà, ce qu'on a pu établir d'un peu solide, si vous voulez, c'est que il y a quand même une espèce de, je dirais, de noyau idéologique au populisme, au pluriel. Hein. Vous savez que c'est un dictionnaire des populismes qu'on a voulu faire. Et cette idée, c'est que voilà, au fond. Le populisme, c'est un système dans lequel, c'est très banal, hein, c'est du lapalisse, c'est un système dans lequel on considère que le peuple bénéficie d'une supériorité intrinsèque et que on doit en tirer les conséquences. Alors maintenant, évidemment, ce qui permet la variation à l'infini, c'est d'abord la définition de ce qu'on entend par peuple, et d'autre part, la définition de ce qu'on entend par supériorité. Et troisième point, les conséquences qu'on va tirer de cette supériorité intrinsèque du peuple. Et voilà. Et si on admet ces trois éléments, on peut, à mon sens, on peut au fond une typologie, établir une typologie des populismes, tout en constatant d'ailleurs que cette typologie, elle est incroyablement large au fond, hein, parce que elle peut aussi bien, ce concept de populisme permet aussi bien d'éclairer certains éléments de la Révolution française que le nazisme, que le communisme léninisme, que le fascisme bien sûr, que certains mouvements populaires européens du Moyen-Âge, que Périclès, que voilà, on est finalement dans quelque chose qui est au fond extrêmement large, mais l'intérêt au fond de ce concept de populisme, c'est que ça permet de concevoir la racine commune à tous ces mouvements et à toutes ces variations. Et est-ce que vous pensez que la droite conservatrice d'aujourd'hui, incarnée par M. Zemmour et un certain nombre d'autres, peut arriver à faire cause commune avec ce qu'est le populisme pour inquiéter M. Macron et le macronisme tel qu'on le voit aujourd'hui? Écoutez, moi je pense que c'est une cause qui pourra inquiéter effectivement Macron et le progressisme qu'il incarne et dont il proclame le héros, le jour où on aura trouvé une tête d'affiche crédible. Hein, maintenant la question c'est est-ce qu'Éric Zemmour est une tête d'affiche crédible, est-ce qu'il souhaite vraiment lui-même le devenir, ou est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche on attend aujourd'hui votre prochain livre sur le progressisme pour avoir la réponse, quoi. C'est parce que vous êtes en train d'essayer de bâtir une série d'ouvrages sur, dans le fond, les élites, le progressisme, le populisme. Vous êtes en train d'essayer de faire une espèce
de typologie, une fois de plus, des idées centrales qui nous mènent, quoi. Mais absolument. Et des personnes. Ce qu'on veut faire, toutes choses égales par ailleurs et avec plus de modestie, c'est un petit peu refaire un petit peu ce que fait Taine dans ses origines de la France contemporaine, si vous voulez. Hein. C'est un tableau poétique de la France contemporaine en 3 volumes, avec l'idée qu'avec ça, on a balayé à peu près tout ce qui existe. Et maintenant, le problème, je comprends tout à fait votre question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment faire en sorte que le progressisme cesse d'être à la tête de l'État, avec les conséquences souvent catastrophiques ou apocalyptiques qui peuvent en découler. Pour le moment, Monsieur Macron pratique le keynésianisme radical. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais il n'est pas le seul. Pour moi, la question essentielle, c'est qu'il a toujours manqué en France. J'ai vécu 25 ans en Angleterre, donc ce qui fait la force de l'Angleterre, c'est cette espèce de conservatisme évolutif. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'admirable, c'est que les conservateurs, ils me disent, vous savez, moi, je suis pour changer tout ce qui doit être changé, et rien changer de ce qui ne doit pas être changé. Donc, je trouve ça au poil parce que ils disent, je changerai aussi bien les choses que les progressistes, tandis que les conservateurs en France, ils veulent revenir à la reine Jeanne, quoi. C'est souvent, enfin, je veux dire, ils n'ont pas une idée moderne. Oui, enfin, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que ceux qui disent ça ne sont pas réellement des conservateurs. Je crois que ce sont plutôt éventuellement des réactionnaires ou des progressistes sans le savoir, etc. Mais voilà, c'est Maurras qui expliquait que la tradition est critique. C'est-à-dire que la tradition est critique, c'est-à-dire que si elle n'évacue pas ce qui s'est avéré mauvais, faux ou inadapté, eh bien elle disparaît au fond. Ben, c'est ce qui est arrivé à la droite en France. Et le conservatisme, c'est ça. Le conservatisme, c'est l'évacuation des scories. C'est absolument pas du tout l'idée qu'il faut tout conserver. Le conservatisme, c'est l'idée qu'il y a des choses qui sont importantes et fragiles, et que il faut évacuer le reste pour conserver ce qui est important et fragile. Donc, et de ce point de vue-là, si vous voulez je pense que les grands penseurs du conservatisme aujourd'hui encore, c'est à la limite au XVIIIe siècle Edmund Burke et qui est le patron de cette maison. Scruton. Voilà, c'est le patron de cette maison. Edmund Burke, c'est celui le sigle il est de Burke, si vous voulez. Donc voilà, rien de mal ne peut arriver à une nation si les gens d'honneur se lèvent à temps. Vous savez, oui, c'est une phrase très très belle et très c'est très vrai. Bien, écoutez, moi j'aimerais bien que quand votre nouveau livre sort en novembre, vous reveniez nous voir. Écoutez, avec grand plaisir. Parce que comme je vous le dis, j'ai un faible pour les professeurs de droit qui m'ont beaucoup influencé. Quand j'étais à Toulouse, j'avais une merveilleuse catégorie de gars qui étaient tous des dinosaures, mais qui avaient une personnalité folle et qui en avaient rien à foutre de ce que pensaient les autres. Et c'était un espace de liberté. La belle époque. C'était la belle époque. Si vous voulez, j'avais un professeur de droit constitutionnel qui était le professeur Montanet de la Roque, qui était un royaliste. Enfin, donc je veux dire, c'était un bonheur d'étudier avec des gens aussi farfelus. Voilà ce que je veux dire. Et je trouve que ça manque beaucoup en France. Je ne sais pas que je dise que vous soyez farfelu, mais je trouve qu'il faut un espace où les farfelus peuvent s'exprimer. La farfeluité me disconvient pas tout à fait. Mais malheureusement, je dois vous dire que parmi beaucoup de mes collègues, c'est une qualité qui s'est un petit peu perdue quand même. Hein. Malheureusement, voilà, il y a une sorte d'assèchement et d'évolution vers une approche de plus en plus technique des choses qui, au fond, voilà, un peu gâché le métier. Mais bon, Dieu merci, il y a encore quelques joyauderies et quelques beaux esprits. Et j'espère des étudiants qui peuvent vous rentrer dedans avec robustesse et... Oui, malheureusement, ça a complètement disparu. Hein. Ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais voilà. L'amphithéâtre, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec celui que moi j'ai connu il y a une trentaine d'années et avec celui que vous avez connu un petit peu avant. Qui est un lieu extrêmement joyeux, extrêmement actif, extrêmement amusant, et qui est devenu une sorte d'éteignoir dans lequel les étudiants sont prêts à écrire sur leur ordinateur ou sur leur papier quelque chose que vous puissiez leur dire, y compris bonjour messieurs dames. Il l'accepte. Écoutez,
Nous terminons sur une très mauvaise nouvelle. La faculté est devenue un endroit sérieux, la faculté de droit, alors qu'autrefois c'était un endroit de liberté. Mais il faut donc qu'on travaille tous à retransformer la faculté de droit ou de sciences économiques, qui était d'économie politique à l'époque. C'est ça, mais à rendre un peu de joie et d'entrain, effectivement. Pour montrer qu'acquérir de la connaissance, c'est génial. Ah, absolument. Il n'y a rien de plus beau. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup.